Voilà. Alors, bonjour à tous. Merci de votre présence. On va traiter ce matin, pendant cette demi-heure, d'une petite rétrospective, d'un petit voyage dans le temps entre de la période du e-learning jusqu'au digital learning d'aujourd'hui, et puis on va essayer de se projeter un tout petit peu dans le temps. Euh, alors, quel est le programme d'aujourd'hui? On va essayer de voir, on a remonté aux années 90 pour voir, essayer de se souvenir un petit peu de cette époque pour ceux qui l'ont connue. On va essayer de voir un peu les transitions technologiques qu'il y a eu du démarrage et on partira de Flash pour arriver à la simplification du HTML aujourd'hui. On verra aussi le positionnement de l'apprenant qui au départ était en auto-formation, donc un peu auto-centré et un peu isolé, jusqu'à aujourd'hui la notion de communauté d'apprentissage. On va voir aussi la posture de cet apprenant qui était dans un univers plutôt confortable et stable à un monde en mouvement et avec des circonstances de formation un peu différentes. On verra les changements qu'il y a eu entre le confort des grands écrans et l'omniprésence des mobiles aujourd'hui dans notre environnement. On regardera aussi ce qu'il y a eu comme changement plutôt notable entre le moment où on pensait que la formation était très centrée sur les ressources, jusqu'à la notion de dispositif aujourd'hui qui est intimement liée au digital learning, et puis la position, la posture de simples consommateurs de formation à producteurs de contenu et animateurs de formation. On va essayer de balayer ces quelques points en 30 minutes. Alors, si on remonte, on s'est contenté de remonter en 90, on aurait pu être un petit peu avant ça, puisque la formation instrumentée par des dispositifs numériques a commencé bien avant, avec ce qu'on appelait le tutorat, avec toutes ces notions de CD, etc., qui souvent finissaient dans les placards, mais on s'était dit que c'était pas la peine de remonter si loin, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. On va démarrer en 90, à l'époque où Internet a commencé à montrer le bout de son nez et que les utilisateurs se comptaient déjà par millions. Et puis ça a donné de formidables idées pour essayer de faire de la formation à distance, dématérialisée, et surtout pour toucher un plus grand nombre de personnes que ce qu'on était capable de faire avec des dispositifs présentiels en salle classique. Jusqu'à aujourd'hui, les années 2010 et suivantes, où la notion le terme digital learning est apparu il y a à peu près 4-5 ans. L'origine en est assez floue, mais on a une petite idée, mais c'est pas l'objet ici. Et puis voilà, on va essayer de faire ce petit voyage dans le temps. Alors pour commencer, voilà, le e-learning a commencé à séduire et à intéresser, et avec l'apparition d'une technologie pour laquelle le e-learning est intimement lié, Flash, parce qu'effectivement, ça a permis, à travers des navigateurs web et à travers Internet, de diffuser des contenus hyper riches, très sophistiqués. Même au démarrage de Flash, on pouvait se permettre de faire des animations, de faire du graphisme assez sophistiqué, de faire surtout de l'interactivité, dans lequel le temps, la souris, le clavier permettaient de mettre en action et en mouvement l'utilisateur par rapport à une ressource, et le laisser un petit peu moins passif que simplement la lecture ou la contemplation d'images. Et bien évidemment, on sait que c'est la mise en action qui fait les motivations de l'apprenant et qui déclenche des réflexes d'apprentissage et de mémorisation. Et donc le flash était tout désigné pour être la technologie phare du e-learning. Beaucoup de graphistes se sont mis à Flash, beaucoup d'agences de formation de spécialistes se sont mis à utiliser Flash pour faire du e-learning. On a eu des choses formidables de fait avec Flash à cette période-là, et surtout cette promesse de Flash de pouvoir se diffuser sur tous les écrans, sur tous les ordinateurs, sur toutes les configurations, était passée à travers Internet, était relativement tenue. On va pas rentrer dans les quelques petits soucis rencontrés à l'époque, mais ça a été le Graal du e-learning. Ça a rendu d'énormes services, ça a permis de faire des choses formidables, et encore aujourd'hui. Sauf que les mobiles et les tablettes sont apparus,
Et Apple en premier a dit, bah non, ça ne marchera pas sur mon dispositif. Google avec Android s'est résigné aussi au fait que c'était relativement incompatible avec la puissance des mobiles et surtout avec l'autonomie des batteries qui fondaient comme neige au soleil dès qu'on utilisait du flash, avec une certaine instabilité, avec le fait que les appareils étaient poussés à leur maximum, commençaient à chauffer, et surtout avec une qualité qui n'était pas au rendez-vous, un peu saccadée. Et puis, honnêtement, passer de quelque chose qui était très agréable à regarder en grand écran à un petit timbre-poste où les écritures et les interactions étaient trop petites, eh bien, les contraintes technologiques plus les contraintes ergonomiques ont fait en sorte que Flash n'a plus trouvé sa place sur ces dispositifs et s'est donc trouvé un petit peu écarté des technologies et de l'universalité que proposait Flash de diffusion sur tous les appareils. Et puis de ce petit handicap, lorsque les appareils mobiles ont commencé juste à poindre leur nez à aujourd'hui, où une quasi-exigence qu'un contenu de formation puisse aussi être consulté sur tablette, voire sur mobile, a fait que Flash en lui-même, plus les déboires technologiques qu'on connaît avec les problèmes de sécurité de Flash, et donc l'exclusion de certaines entreprises, de certains navigateurs, Safari par défaut est désactivé. Google a annoncé qu'en 2017, dans Chrome, ça serait bloqué également, fait que Flash n'est plus du tout l'ami du e-learning, et on est revenu à des technologies qui sont aujourd'hui beaucoup plus universelles et beaucoup plus light, beaucoup plus compatible avec tous les navigateurs, c'est le HTML et toutes les technologies associées au HTML, mais on va se réduire à ça. La tendance graphique des sites web modernes a beaucoup influencé l'ergonomie et l'aspect du contenu de formation, puisque nos habitudes et nos goûts ont été vers ce qu'on appelle du flat design, de la sobriété visuelle et graphique, beaucoup moins d'animation, beaucoup moins d'enrichissement graphique, des interactions un petit peu plus simplifiées. En fait, le web a beaucoup influencé le e-learning, et dans sa forme actuelle, aujourd'hui, la contrainte d'utilisation du HTML aux dépens du Flash a amené aussi une certaine sobriété dans les contenus de formation e-learning. Si on regarde le positionnement de l'utilisateur par rapport au programme de formation, au démarrage du e-learning, on demandait pratiquement tout. C'était quelque chose d'excessivement asynchrone. Il y avait une phase de conception et de production de e-learning où une grande équipe et quasiment tous les moyens étaient mis à concevoir les modules, produire les médias, les assembler, mettre en place les interactions, mettre en place les exercices, les quiz. Tout était fait en amont, quasiment la totalité du travail et de l'investissement était fait en amont pour la constitution des contenus. Et ensuite, on diffusait les contenus et on continue à diffuser les contenus à travers des plateformes e-learning, des LMS, en laissant quasiment tout l'effort à l'utilisateur d'être son propre supporter, en encouragement, en motivation, et l'effort de formation était déporté totalement vers l'apprenant en auto-formation, après que les équipes aient travaillé à la conception des ressources. Et l'utilisateur était relativement seul vis-à-vis des équipes, mais aussi vis-à-vis de ses pairs, des collègues avec lesquels il se formait également. Très peu d'interaction sociale, donc un sentiment d'isolement très fort avec le e-learning. Ce qui a été une des sources des no-shows ou du non-achèvement d'un certain nombre de programmes de formation e-learning, non pas par la qualité du contenu, mais le fait qu'on ait un peu trop d'efforts individuels à faire et assez peu de motivation collective et assez peu d'accompagnement et d'encadrement pour que l'envie de terminer le parcours soit suffisant. Avec le digital learning, on a vu apparaître, s'immiscer les mêmes principes de réseaux sociaux qu'on utilise à titre individuel et personnel dans notre vie quotidienne. On a vu entrer, et surtout l'intérêt
de mettre en place des échanges sociaux, des échanges communautaires associés à la formation. Ça paraît tout naturel de dire que il est important d'échanger avec les autres personnes qui se forment sur les mêmes sujets et en même temps que moi, sauf que ça a rarement été le cas. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les outils de diffusion, les LMS, contenaient vraiment que des fonctionnalités très rudimentaires de possibilités de mise en relation et souvent très déconnectées de la formation. Vous avez tous connu les LMS sur lesquels les seules actions sociales possibles étaient d'envoyer des mails aux tuteurs ou de participer à des forums. Sauf que quand on passait de la formation au forum associé à la formation, on sortait de la formation et donc on était très déconnecté, alors que souvent on a une question à chaud pendant qu'on est en train de suivre le module. Donc échanger avec son tuteur ou échanger avec la communauté quand on est obligé de sortir de la formation, ça n'engage pas beaucoup à le faire et surtout ça déconnecte les deux actions d'échanger et de se former. Et puis la deuxième raison qui a fait que pendant la grande période e-learning, la notion communautaire et sociale n'était pas très présente, c'est que ça demande un peu de ressources pour être présent, pour être réactif, pour apporter des réponses et amener de l'animation dans la communauté. Et très souvent, pour cette partie-là, il n'y avait plus de budget. On a très longtemps milité pour dire quand vous avez 100 de budget, consacrer 80 à la constitution du dispositif et garder 15 à 20% de votre budget pour animer la communauté. La petite économie que vous ferez à la constitution des ressources, vous la gagnerez grandement en efficacité pédagogique et en motivation si vous gardez une petite partie de budget pour animer la communauté d'apprentissage. C'est pas parce qu'on l'a répété et qu'on a incité à le faire que ça va souvent été fait. Sauf que maintenant, les individus sont tellement habitués à pouvoir, ne serait-ce que commenter ou donner une note aux ressources à travers de ces comportements quotidiens, le fameux like de Facebook ou le j'aime de YouTube ou les commentaires qu'on peut mettre quand on consulte une ressource ou le retweet quand on tweet. Tous ces comportements sociaux sur les ressources sont maintenant une habitude, un réflexe presque, et deviennent donc de plus en plus présents aujourd'hui dans le digital learning et dans les dispositifs de diffusion des contenus et des parcours. Ce qui a changé aussi, on n'est pas tous nomades, mais on n'est plus totalement sédentaires. En e-learning, l'environnement d'apprentissage et de formation était le poste de travail, c'est-à-dire son bureau, son ordinateur, sa chaise, son emplacement fixe, ça veut dire des horaires fixes, les horaires de présence au bureau, ça veut dire une déconnexion, c'est quand on n'est plus à son poste de travail, on n'est plus en capacité de se former. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on sait tous qu'on emmène son ordinateur portable et plus fixe de temps en temps à la maison, voire tous les jours, mais il ne faut pas le faire, bien sûr. Qu'on a tous avec soi d'autres dispositifs qui permettent d'accéder à des ressources de formation personnelles ou équipements fournis par l'entreprise, notre téléphone, éventuellement notre tablette. Et puis, dans d'autres environnements, on a aussi accès éventuellement, par son ordinateur personnel à la maison, ou par d'autres moyens, aux dispositifs de formation. On est donc beaucoup plus dans ce qu'on appelle le Hatawad aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut se former à peu près n'importe où, n'importe quand, et avec n'importe quel outil, on a les moyens de se connecter. Le cloud a beaucoup aidé à ça. Le fait que les plateformes LMS et les fournisseurs de plateformes vous incitent beaucoup à utiliser leur LMS sur leur serveur plutôt que de l'installer sur ceux des entreprises, tout ce décloisonnement à la fois technologique, géographique, culturel, fait que on a la possibilité aujourd'hui de se former avec plus de souplesse que précédemment. On n'est plus obligé de bloquer sur son agenda aux plages professionnelles, aux heures professionnelles la formation. On peut éventuellement le faire en télétravail, de faire à d'autres moments. Voilà, on rentrera pas dans la notion de hors ou dans le temps de travail, discussions qui ont lieu depuis toujours avec les partenaires sociaux et discussions indispensables à avoir pour savoir si la formation est considérée comme une tâche indispensable et inclue
dans les activités individuelles de chaque collaborateur, ou est-ce que c'est une incitation et c'est plutôt une initiative personnelle? On ne rentrera pas dans ce débat-là. Mais donc effectivement, la dimension espace-temps a beaucoup changé. Je vois qu'il y a quelques questions qui commencent à venir sur les slides. Je vais essayer d'y répondre au fil de l'eau et de revenir donc un tout petit peu en arrière sur la dimension sociale. La question qui m'était posée par Philippe, savoir si Yammer, ce réseau social privé d'entreprise, est quelque chose qui peut être important en formation. Oui, tout à fait. Et j'y reviendrai dans la notion de dispositif, parce que c'est assez difficile à être interconnecté directement avec la formation. Par contre, ça peut être un des outils, un des leviers pour animer une communauté dans le cadre d'un dispositif plus large, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Alors, il y a quelque chose qui nous a forcément sauté aux yeux, c'est pour une fois que les avancées technologiques nous amènent à une certaine régression visible, cependant, ce n'est qu'une perception et qu'une illusion de régression, parce que finalement, le fait qu'on soit passé de très grands écrans confortables, quand je dis très grands écrans, je ne parle pas forcément des très beaux écrans que pouvaient avoir certains studios graphiques, mais ne serait-ce que l'écran d'ordinateur dont on était doté, ou l'écran du portable dont on était doté, étaient infiniment plus grands que ceux vers lesquels on tend aujourd'hui à passer de plus en plus de temps. Voilà, pour donner un exemple, le facteur de réduction est à peu près d'un facteur de 10. C'est-à-dire ce qu'on pouvait afficher sur un écran d'ordinateur et ce qu'on consulte aujourd'hui sur un écran de mobile, on fait le grand écart entre le plus grand et le plus petit. Entre ça, vous avez les ultra portables, les tablettes, etc. Mais notre dispositif de visualisation du contenu n'a fait que diminuer pour être de plus en plus transportable jusque dans notre poche. Tout ça a eu une incidence extrêmement forte sur les contenus de toute nature, les sites web, les documents, les applications. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vision d'horreur d'Excel quand on l'affichait sur l'écran, avec une multitude de rubans, de palettes, de bandeaux, d'icônes à l'écran, et plus on avait un grand écran et moins on voyait de cellules. Et cette euh, tendance des logiciels à avoir des interfaces de plus en plus riches, de plus en plus complexes, prenant de plus en plus de place à l'écran, a fait que quand le mobile a débarqué, on s'est dit mais on n'aura jamais la place de voir quoi que ce soit et d'utiliser quoi que ce soit d'interactif et d'un peu motivant sur un écran plutôt que de regarder, hormis regarder éventuellement une vidéo et quelques photos. En fait, il suffisait simplement d'intégrer ces contraintes supplémentaires et de se creuser la tête pour essayer de trouver d'autres solutions. Et aujourd'hui, il est tout à fait faisable, je dis pas que c'est très confortable, mais il est tout à fait faisable de compléter ou consulter une feuille de calcul sur les versions mobiles de Office, ou de presque faire un montage vidéo avec son smartphone, ou de faire une présentation PowerPoint avec la version mobile de PowerPoint ou de Keynote. En fait, les ergonomes se sont creusés la tête et se sont dit on va perdre beaucoup de choses, du confort en taille d'écran, on perd la souris, on perd le clavier, mais on va trouver des solutions. Et force est de constater qu'ils ont trouvé des solutions très intéressantes pour essayer de dépasser cette contrainte. Et aujourd'hui, on peut constater qu'en fait, on cherche plutôt simplement à réduire la taille des contenus e-learning pour une consultation sur mobile et sur tablette, plutôt que de repenser une nouvelle ergonomie. En fait, on fait une transposition simplement homothétique de forme. Je reviendrai par exemple sur la notion de page. Aujourd'hui, sur une tablette ou sur un smartphone, on défile de haut en bas, de droite à gauche. Le défilement est devenu instinctif. Pourquoi en e-learning on resterait à la notion de page sur laquelle il faut faire suite, suite, suite pour avancer et pas utiliser plus abondamment le scrolling? Pareil pour les interactions. On sait que le glisser-déposer est très intéressant sur écran parce que ça amène à faire un geste qui déclenche une réflexion qui est plus riche que simplement de cocher des cases. Sauf qu'on sait que le glisser-déposer sur un écran, c'est juste un cauchemar sur un mobile ou sur une tablette.
Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas complètement fait la révolution de l'ergonomie des contenus e-learning pour aller vraiment vers le digital learning avec les interactions possibles, les codes et les références qu'on a à la manipulation des petits devices tactiles. Il reste un peu de chemin à faire. Alors c'est ici que le changement a été le plus flagrant. En fait, initialement, le e-learning, c'était des ressources à consulter. Des textes, des PDF, des vidéos, des exercices, des quiz, des animations, etc. Bon. On raisonnait principalement en ressources qu'on assemblait en notion de parcours. En digital learning, on est beaucoup plus sur la notion de dispositif. C'est-à-dire que l'apprenant est soumis à une multitude d'activités, surtout avec beaucoup plus de liberté. C'est lui qui est le maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'il consulte ce qu'il veut, dans l'ordre qu'il veut, avec éventuellement de la redondance sur des médias, et on reviendra un petit peu après, et il a surtout la possibilité d'interagir et d'être immergé dans un ensemble beaucoup plus complet et beaucoup plus riche, ce qu'on appelle dispositif, avec de l'accompagnement, avec du tutorat, avec des sessions éventuellement de classe virtuelle, de mentoring. Il a la possibilité d'interagir et d'être dans un environnement riche de formation. Et je viendrai donc avec la notion de dispositif qui aujourd'hui, on était plutôt mono-ressources dans le e-learning, hein, quelque chose qui était un contenu avec un début, une fin, des chapitres, et il fallait qu'on commence par le début et finir par la fin. Et c'était simplement quelque chose de chapitré, de découpé, mais c'était un contenu unique. À aujourd'hui, une notion de dispositif riche, où on peut y ajouter de la classe virtuelle, des séquences de mobile learning, des serious games, et aujourd'hui on sait qu'il y a des outils auteurs qui rendent très abordable la constitution de serious games. On peut y aussi intégrer des parcours MOOC, ou des SPOC ou des COOC, mais on ne reviendra pas sur le détail de ces choses-là, mais on va dire MOOC dans le principe pédagogique. On peut y insérer ce qu'on appelle le présentiel numérique, c'est-à-dire du présentiel où on ne régresse pas à revenir à la classe à la papa. Je pense que ça, c'est une caricature vers laquelle il faut plus tendre, mais on peut utiliser des activités numériques en lien avec ce qu'on pourrait faire en autonome avant ou après la formation présentielle. Il y a la formation informelle qu'on arrive aujourd'hui à capter et à retransmettre. Il y a la notion de parcours blended, qui est un assemblage de tout ça. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est très très attaché au digital learning par rapport au e-learning, c'est cette notion de dispositif. Et puis un dernier point, c'est qu'on n'est plus simplement consommateur de formation, on n'est plus simplement la personne qui doit faire l'effort de se former, on a tous aussi des choses à partager, des expériences, de l'entraide possible. Ça a été initié par les MOOC et c'est ce qui a fait en grande partie le succès de ce format. Au-delà du fait que c'était gratuit et que la ressource vidéo était plus attractive que certains contenus existants, surtout ça apportait du renouveau à ce niveau-là et un peu de fraîcheur, mais c'est surtout la notion d'échange possible avec les autres participants. Le fait de corriger les devoirs, le fait d'enrichir des bases d'expérience, le fait de partager à des moments où c'était prévu de faire du partage de l'expérience entre apprenants. Voilà, on est devenu producteur aussi de contenu de formation qui enrichit un parcours, qui donne de la mise en contexte, qui donne de la transposition avec des cas réels par rapport à souvent un parcours qui a des activités théoriques qui donne simplement des exemples d'illustrations mais qui ne permet pas d'accompagner l'utilisateur jusqu'à la transposition dans son quotidien. Voilà, aujourd'hui, on fait appel à une communauté d'apprenants pour échanger entre eux, mais aussi être contributeurs de contenu de formation. Je vois une petite remarque de Juliette qui me dit hélas nos plateformes de formation imposent encore du séquentiel. Certaines, oui. Et encore une fois, je pense qu'une contrainte technologique comme celle-ci, ma plateforme ne permet pas de faire de social, ma plateforme ne permet de faire que du séquentiel, etc. On est face à la même contrainte que quand on a dit quelque chose qui se consultait sur un grand écran doit se consulter aussi sur un tout petit. Et on n'a plus de clavier, on n'a plus de souris. C'était des contraintes technologiques sur lesquelles on ne pouvait rien, c'était comme ça, on ne pouvait pas agrandir la taille des écrans et on ne pouvait pas leur greffer des souris. Donc quand on a une plateforme qui ne permet pas ça, eh bien il va falloir trouver d'autres solutions.
C'est-à-dire que les parcours qui avant étaient constitués de 10 modules, eh bien ça va être 10 parcours de 1 module. Et on a réglé le problème du séquentiel. Si on dit j'ai pas de possibilité de faire du social, eh bien on va d'intégrer dans la plateforme du social. On va se tourner vers Yammer par exemple, qui avait été cité par Philippe, qui va permettre de déporter sur un autre outil les interactions sociales. Je pense qu'il faut avoir de l'imagination et pas forcément se limiter aux contraintes technologiques en disant ben, je vais attendre d'avoir ça et que ça soit possible pour le faire. Alors, il nous reste quelques minutes. J'ai essayé de vous faire partager la vision de la Digital Learning Academy sur la transition du e-learning au digital learning jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous attend demain? Pour vous donner la possibilité de nous revoir dans quelques années et de faire à nouveau un petit constat comme celui d'aujourd'hui. Ce qui nous attend demain, c'est le big data, c'est-à-dire l'utilisation de la quantité absolument incroyable de données qui sont collectées lorsqu'on utilise des dispositifs de formation. Vos plateformes, même aussi minimalistes qu'elles puissent être, intègrent pratiquement dans leurs données stockées tout ce que vous avez fait, le moment où vous avez démarré, ce que vous avez regardé, pendant quelle durée, etc. Elles ne les exploitent pas forcément, elles n'en ont peut-être pas aujourd'hui assez. Alors ça a été un peu enfoui ces données-là. Aujourd'hui, on en collecte beaucoup plus qu'avant et on essaye surtout de les exploiter. C'est ça le big data. C'est d'essayer d'exploiter des données collectives et individuelles dans un volume suffisant pour être capable d'en déduire des tendances ou des prédictions. Alors je sais qu'aujourd'hui, la notion de sondage et de tendance est largement remise en cause, mais il n'empêche que ça peut donner quand même des indications intéressantes dans les préconisations, la prédiction de ce qui vous conviendrait de mieux de regarder, ou surtout l'exploitation de vos données antérieures et qui vous concernent, savoir votre niveau sur certains sujets, et ça c'est des choses qui ne sont pas contestables, votre intérêt pour certains médias, les sujets qui vous intéressent, pour faire en sorte que les plateformes ou les dispositifs de formation vous proposent en priorité ou vous vous évitent, pardon, de refaire des choses que vous avez déjà fait ou de remesurer votre niveau sur certains sujets. Le big data peut apporter ça. Une autre chose qui nous attend, c'est les bots, ces petits agents intelligents qu'on va retrouver un peu partout, dans les réponses aux commentaires, dans les forums, dans la section des facs et des questions-réponses. Ils vont être boostés par de l'intelligence artificielle. Alors, il faudra toujours trouver des limites à ça, mais c'est des choses qui vont pouvoir nous aider en évitant d'avoir recours à des dispositifs humains disponibles et compétents sur tous les sujets. C'est aujourd'hui des choses qui sont capables de s'enrichir de connaissances par elles-mêmes en fonction des questions auxquelles ne savent pas répondre et qui sont apportées par des humains. C'est ce qu'on appelle un peu le deep learning. Voilà, cette notion d'intelligence artificielle et de robot va prendre de plus en plus de place. Pour vous donner un exemple de ça, aujourd'hui, il y a une société assez connue dans l'évaluation qui a mis en place des robots qui vous permettent de passer du classique questionnaire d'évaluation à la fin d'une formation à un vrai dialogue par question-réponse avec un robot qui vous pose des questions auxquelles vous répondez. Et en fonction des réponses que vous faites, c'est l'équivalent de ce que vous auriez coché sur des cases pour répondre à des questions. Et ça vous permet d'avoir un pseudo-dialogue avec un dispositif pour essayer d'évaluer votre niveau plutôt que de cocher des cases. Et puis le dernier élément sur lequel je voulais faire un peu de prospective avec vous, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le neurolearning, c'est-à-dire toutes les connaissances sur le fonctionnement du cerveau qu'on appelle neurosciences, et qui nous permettent de comprendre un peu plus finement notre façon d'apprendre et surtout ce qui nous motive, ce qui marche mieux, moins bien, essayer de trouver les bons chemins, les bonnes méthodes pédagogiques, cognitives, pour faire en sorte que à effort égal de l'apprenant, la performance soit supérieure. Non pas pour rendre les gens plus performants, mais rendre les dispositifs de formation plus performants. On n'est pas du tout dans la logique du surhomme qui surexploite son cerveau, mais au contraire, si on sait comment marche le cerveau de monsieur tout le monde, alors on peut peut-être utiliser des techniques ou des méthodes pédagogiques ou des systèmes d'apprentissage qui, à effort égal de l'utilisateur, sont plus performants.
Et puis donc une dernière remarque, effectivement, j'ai parlé du formateur, j'ai parlé des dispositifs, enfin des formés et des dispositifs, et la question qui est posée par Philippe sur l'animateur. Effectivement, l'animateur avait un double rôle. Comme son nom l'indique, animé, alors on l'appelait aussi formateur, son rôle indiquait former, mais maintenant il va plutôt être un passeur, un accompagnateur, quelqu'un qui va accompagner les apprenants dans leur propre démarche d'apprentissage, plutôt que de leur imposer un discours souvent unique et pas individualisé, et une démarche d'apprentissage unique et pas individualisée. Le formateur, animateur, va plutôt être quelqu'un qui va être un facilitateur. Alors on avait déjà évoqué ça lors d'un épisode des Learning Happy Hour avec Denis Christol qui nous avait très largement parlé de son expérience riche et intéressante. Mais ça fera partie d'un des sujets vers lequel on reviendra lors d'un prochain webinar. Celui-ci aujourd'hui touche presque à sa fin. Auriez-vous d'autres questions que celles qui ont été au fil de l'eau? Et auquel cas, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les quelques minutes qui nous restent de ce webinaire. Alors, le temps que des questions arrivent, mais alors j'ai l'habitude qu'il y en ait assez peu. Alors, soit parce que le sujet, vous le trouvez suffisamment bien traité, ou que vous regardez votre montre et vous vous dites « Ouh là là, c'est bientôt l'heure de manger ». Voilà, Jamal nous pose une petite question. La formation sur le formateur, animateur serait très appropriée. Bah oui, mais on va y travailler aussi. Comme pour les neurosciences, on a édité un livre blanc qui traite de ce sujet et que vous pourrez trouver sur le site de la Digital Learning Academy ou sur le site de ILDI. Et puis il y a aux éditions Erol un livre qu'on a coécrit avec Nadia Medjad qui traite en 200 pages des neurosciences et des formations. Alors le temps accordé, effectivement, pour se former est primordial, hein. On voit bien aujourd'hui que la formation ne peut plus être limitée à une plage de temps imposée, formez-vous en 1 heure à cette nouvelle technique, mais que la formation doit prendre beaucoup plus de place et surtout être beaucoup plus fragmentée et beaucoup plus liée aux activités quotidiennes pour être vraiment efficace. Le temps est, le rapport au temps a très souvent été un jeu de dupes en formation et aujourd'hui devient de plus en plus évident qu'il faut consacrer du temps à se former. Alors Valérie Sabourou, bonjour Valérie, nous demande ce qu'on fait des ressources flash. Je reviendrai à une intervention de Pascal Molicone de l'IFCAM lors du Digital Learning Day de juin, qui disait que c'est pas une question de moyens à l'IFCAM de convertir les ressources en flash vers d'autres technologies et notamment le HTML, c'est surtout la performance et la qualité. Et soit on les jette, soit on les refait, mais il n'y a pas de méthode magique pour les transformer. Il y a des technologies qui existent, mais le résultat n'est pas 100% satisfaisant. Tin Can, qu'est-ce que c'est? Dans un autre épisode, c'est le successeur ou une alternative à SCORM, qui intègre dans la formalisation des interactions entre les contenus de formation et les plateformes, des interactions qui ne sont pas forcément des interactions de formation formelle, mais des activités sur des forums, sur des réseaux sociaux. En fait, on essaye de capter beaucoup plus d'activités de l'apprenant, qui sont aussi des activités de formation, mais pas que des activités de formation. Laurence nous demande si il n'y aura plus de flash à partir de 2017 ou 2018. Il va être beaucoup plus difficile de consulter du flash. Déjà, vous ne pouvez déjà pas avec vos appareils mobiles. Vous ne pouvez plus, si vous installez Safari, Chrome ou autre, sans changer les réglages, parce que c'est interdit par défaut. Vous avez de plus en plus de mal en entreprise parce que c'est bloqué par les systèmes de sécurité, parce qu'il y a trop de failles dans Flash. Donc en fait, il faut autant Flash était la simplicité de diffusion, aujourd'hui c'est l'exception. Il faut batailler pour pouvoir regarder du Flash tranquillement aujourd'hui. Personne n'aime ça et tout le monde incite à arrêter d'en faire. Donc il va falloir un certain temps.
pour que tout disparaisse, mais il y en aura de moins en moins, voire plus du tout. Et la question la dernière question auquel je réponds, qu'est-ce que c'est qu'Yammer? Yammer, c'est effectivement, comme vous l'avez écrit, Y-A-2-M-E-R, un réseau social d'entreprise qui a été racheté par Microsoft et qui est maintenant, qui va être de plus en plus lié à Office 360, à LinkedIn, au CRM de Microsoft pour faire un écosystème d'interaction entre les collaborateurs d'une entreprise, les clients, les collaborateurs, un réseau d'échanges possible. Voilà, on a débordé un tout petit peu, mais parce que vous aviez des questions. Je vous souhaite, j'espère que ce webinaire vous a satisfait sur la rétrospective du e-learning au digital learning. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, si vous voulez poursuivre cette conversation, n'hésitez pas à écrire quelques posts sur le forum des discussions LinkedIn qui est ouvert à tous. On y répondra avec plaisir et puis ça nous permettra de partager. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour le prochain webinar. Et puis à bientôt physiquement pour ceux qui seront avec nous lors de l'Earninov le 8 décembre, où c'est une journée entière consacrée à l'innovation en formation au travers de 16 ateliers, 16 entreprises innovantes qui vont venir présenter leurs solutions. Ceux qui se demandaient s'il fallait vraiment venir ou pas, bah, la réponse est bien évidemment oui. C'est le 8 décembre à Paris, dans les très jolis locaux de BPI France. Et pour tout savoir, c'est sur le site web learninov.com. Voilà, très bonne journée, à bientôt.